On a la chance aujourd'hui pour ce nouveau café fiscal d'avoir Jean-Pierre Cossin et Abdoulalala pour nous parler de l'actualité du contrôle fiscal. Je vous remercie tous les deux d'avoir répondu présent à notre sollicitation, enfin à Abdullah, en tant que membre de la commission, d'être si disponible. Je vous laisse pour 3 quarts d'heure. Je vous coupe pas à l'heure pile, mais voilà, on essaie de tenir aussi. Et je souhaite à tous les participants un bon café fiscal. Merci, merci Ciao. Mélanie, et puis merci aussi pour le formidable travail que tu abats à la commission fiscale et dans tes fonctions chez ECF. On a de la chance d'avoir des permanents qui, effectivement, sont à notre écoute et qui organisent des magnifiques cafés fiscaux. La preuve aujourd'hui, avec donc, comme je l'ai dit, plus de 300 participants venus donc de l'Hexagone et d'Outre-mer, donc que je salue. Et à nouveau, l'occasion de vous remercier et de remercier ce que Mélanie vient de faire, Jean-Pierre Cossin. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, alors ils sont très très rares, ceux qui ne le connaissent pas au sein de la Ils profession. ne sont pas experts comptables. Voilà, exactement. Mais ta notoriété va au-delà de la profession, Jean-Pierre, puisque tu as été conseiller maître à la Cour des comptes, avant, effectivement, aujourd'hui, de devenir consultant et puis formateur, puisque de nombreux confrères et consoeurs te voient régulièrement dans les séminaires qui sont organisés tant par les instances professionnelles que par les syndicats. Et puis, il y a une autre casquette qu'on oublie bien souvent, mais que j'ai en tête, c'est que Jean-Pierre est également membre de la commission des abus de droit. Tiens, ça me permet aussi de souligner dans cette commission des abus de droit, il y a un confrère, Frédéric Giron de CF, qui est membre de la commission fiscale de CF d'ailleurs, qui normalement est inscrit également. Donc je lui adresse une salutation, des salutations confraternelles et amicales. Et je sais qu'à la commission des abus de droit, vous avez l'occasion justement de traiter des sujets que nous allons voir dans les 3 quarts d'heure qui nous sont impartis. Alors le sujet du jour, il s'agit d'actualité du contrôle fiscal. Alors, il y a quelques temps, à la commission fiscale de CF, on avait estimé que c'était intéressant, Jean-Pierre, de faire avec toi un point d'étape sur justement ces contrôles fiscaux qui, d'ailleurs, je ne sais pas si tu le vois de ton côté, se multiplient ces temps-ci. On vient de recevoir encore ce matin au cabinet un avis, donc une demande pour l'instant d'informations sur des revenus fonciers, par exemple. Mais enfin, les cas se multiplient, donc c'était intéressant aussi de faire un point. Et ce point d'étape, on a voulu le faire avec toi puisque tu as un œil aguerri sur ces questions-là. Alors, dans les 3 quarts d'heure qu'on va passer ensemble, tu as voulu donc effectivement aborder 3 aspects. Alors, je les déroule sous vos yeux, ces aspects. Vous avez d'abord une actualité qui nous permettra de savoir comment se déroule le contrôle fiscal. Alors, je rappelle pour ceux qui nous suivent, mais vous le savez, au mois de juin, avec Jean-Pierre, on avait abordé la question de l'examen de conformité fiscale. Et dans les conclusions que nous avions effectivement après ce café, on avait dit que l'examen de conformité fiscale était un élément qui permettait d'éloigner le spectre du contrôle. C'est ce qu'avait dit en tout cas Frédéric Yanucci, qui est le responsable du contrôle fiscal à Bercy. Il l'avait également redit dans une interview. Mais ceci étant dit, on voit bien que d'abord l'examen de conformité fiscale ne prend pas. Jean-Pierre, je crois qu'on en a un peu plus de 200 000 et que les confrères, malheureusement, ne sont pas emparés de cette mission si particulière. Donc, les contrôles fiscaux, il y en aura toujours. Et je voudrais que tu nous parles dans un premier temps donc, des conditions dans lesquelles cela se déroule aujourd'hui. Ensuite, on a fait un petit focus sur les points d'attention. Que nous, en qualité d'experts comptables, dans les dossiers que nous sommes amenés à traiter et dans les conseils que nous prodiguons à nos clients, quels sont les points sur lesquels nous devons être attentifs, puisque avec ton expérience, Jean-Pierre, tu as mis en évidence quelques points là d'attention. Ce sera la deuxième partie de ton intervention. Et puis, évidemment, pour finir et parler de ton expérience à la commission des abus de droit, tu vas nous faire un inventaire, peut-être non exhaustif parce qu'on n'a pas le temps en 45 minutes, des quelques cas que tu as rencontrés donc, au sein de la commission sur le contribuable qui aura trop tiré sur la corde. Et on sait tous qu'une fois à chaque fois qu'on tire trop sur la corde, elle finit par casser. Donc voilà le programme, Jean-Pierre. Merci encore une fois. Moi, je te laisse la parole, je te laisse la planche, comme on dit, et puis ben, je me permettrai juste de poser quelques questions ou de relayer les questions que les participants vont nous poser. Je vois qu'il y a déjà pas mal de réactions sur le chat, sur le Q&A, et notamment, on va donc y répondre au fur et à mesure. Donc, je te passe la parole, Jean-Pierre. Merci encore une fois, et à toi la parole. Merci beaucoup. D'abord,
merci à ECF et merci à Abdullah de m'inviter assez souvent à ces cafés. Et aujourd'hui, c'est sur le contrôle fiscal dans des conditions particulières puisque c'est Abdullah qui maîtrise le support et pas l'animateur, ce qui est assez rare, mais c'est pas grave. Donc, si on regarde un petit peu les conditions actuelles du contrôle fiscal, on va constater une chose que vous-même avez constatée, c'est-à-dire qu'on a remplacé au cours de cette dernière période la vérification de comptabilité qui se passait sur place par des contrôles qui sont aujourd'hui à distance. Dans le passé, le vérificateur venait sur place et y consacrait pas mal de temps, connaissait un peu l'entreprise et avait un dialogue permanent avec le service comptable ou bien le cabinet ou bien le dirigeant. Aujourd'hui, c'est pas terminé, mais c'est beaucoup plus restreint. Même lorsqu'on est en présence d'une vérification de comptabilité, la présence sur place est limitée dans le temps pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'analyse du fichier des écritures comptables qui permet, comme vous le savez, de constater à distance les principales irrégularités que l'on rencontre dans une comptabilité. C'est la raison pour laquelle l'administration fiscale a engagé il y a maintenant quelques années l'examen de comptabilité dont le principe, c'est d'une part d'être court, 6 mois, et d'autre part d'être effectué à distance, c'est-à-dire sans la présence sur place du vérificateur, quand bien même le cadre juridique de l'examen de comptabilité est le même que celui de la vérification de comptabilité, c'est-à-dire que la procédure est identique à l'exception de la présence sur place du vérificateur, le vérificateur vous demandant l'envoi du fichier des écritures comptables. Et dans les 6 mois, il vous fait part de ses observations, mais entre-temps, il vous a questionné. Plus encore, se développe le contrôle sur pièce. Le contrôle sur pièce, c'est certainement ce à quoi Abdullah fait référence tout à l'heure, à l'instant même, puisque les vérificateurs, enfin du moins les services regardent les documents et avec leur intelligence à laquelle s'est adjointe ces temps derniers l'intelligence artificielle, autrement dit les algorithmes, eh bien on décèle les anomalies principales sur le déclaratif et on envoie aux contribuables des questions ou même des propositions de rectification vues du bureau sans avoir besoin de se rendre sur place ni même de devoir interroger. Ce qui veut dire, de mon point de vue, c'est que dans la période qui vient, le contrôle sera beaucoup plus important en nombre et beaucoup plus ponctuel sur des sujets particuliers. On voit à l'heure actuelle se développer des contrôles, par exemple, sur les provisions. Quand celles-ci sont d'un montant relativement significatif, eh bien, il n'y a qu'un seul point dans l'avis de contrôle, c'est le point des provisions et ça se passe relativement. Et cette question-là, vous allez la rencontrer de plus en plus dans vos cabinets. C'est la raison pour laquelle, et j'aime toujours revenir sur ce qu'on avait dit il y a quelque temps, c'est pas parce qu'aujourd'hui on n'avait pas beaucoup de contrôle de la très petite entreprise ou de la PME que demain, il n'y en aura pas beaucoup, parce que précisément, la forme de contrôle a changé, l'interrogation de ces entreprises va se développer, et donc, il est bon, si on peut, d'échapper à tout ça en mettant en place ce que votre profession avait un peu de mal, il faut le dire, c'est-à-dire faire le travail soi-même. Ça s'appelle l'examen de conformité fiscale, mais cela, ça fait partie de l'environnement actuel et sans doute de demain. Alors, Voilà ce que on Jean-Pierre, peut dire. je peux te poser une Oui, bien question, sûr. Jean-Pierre, aussi sur les pistes
qui sont amenés à se développer. On en avait déjà parlé, donc je me permets de te reposer la question pour la partager avec l'ensemble des participants. Est-ce qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, de l'exploitation de la data et la possibilité aujourd'hui à l'administration de disposer des FEC, est-ce que demain, on ne va pas aller vers une déclaration systématiquement adossée à un FEC, ce qui permettra à l'administration, avec l'intelligence artificielle, de déceler éventuellement les anomalies, et donc on aura un contrôle fiscal finalement permanent qui sera fait par la machine, et on pourra ressortir comme ça des dossiers qui ne sont pas dans les clous. Est-ce qu'on peut imaginer ça? C'est Big Brother, comme on pourrait le dire, c'est Orson, enfin, c'est de la science-fiction, ou ça peut devenir demain la réalité? Ah ben moi, je pense, à titre personnel, hein, là, je vais m'exprimer à titre personnel, mais à mon avis, sans trop me tromper. Nous avons aujourd'hui, avec le fichier des écritures comptables, le moyen d'entrer dans l'entreprise sans y mettre les pieds, à travers ces. Nous avons les moyens de déceler les irrégularités qui y figurent, et au fond, avec l'analyse intelligente des libellés, des périodes, on peut parfaitement aller déceler ce qui résulterait de ce que j'appelle l'acte normal de gestion. Donc, ce moyen-là existe. D'ailleurs, quand on a mis en place le FEC, souvenez-vous de la crainte que vous aviez en disant, ben, puisque le FEC va être harmonisé, eh bien, un jour, on va nous demander d'envoyer le FEC au lieu d'envoyer les déclarations fiscales. J'avais à l'époque, 2015-2016, au congrès de Bruxelles, de l'ordre, j'avais posé la question au directeur de l'époque du contrôle fiscal, Olivier Siviode, qui m'avait répondu, j'avais dit, les experts comptables sont un petit peu sensibilisés au fait qu'un jour on va leur demander le FEC et on va leur demander. Et il me dit non, on ne va pas le demander parce qu'on n'a pas les moyens de le traiter. Ah, mais non, on était en 2015 ou en 2016 de mémoire. Mais depuis cette période, les moyens de traitement de masse des informations reçues sont aujourd'hui en place. Ce qui veut dire, déjà, que si un service des impôts voulait, dans la matinée, contrôler une centaine d'entreprises, il suffit de faire une centaine d'examens de comptabilité et on envoie 100 FEC à la machine qui traite 100 FEC dans la matinée et on sort les questionnaires et les rectifications. Et puis quand vous regardez bien le CF, quand vous regardez bien une des dernières questions qui est posée dans l'analyse de la qualité comptable du FEC, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que votre FEC vous permet de reconstituer la déclaration fiscale? Ah, c'est formidable. Donc, si on a un FEC qui nous permet de reconstituer la déclaration fiscale, il n'est plus obligatoire de la faire, puisque le FEC peut la sortir lui-même. Autrement dit, l'administration pourrait la sortir elle-même. Alors, c'est la dernière réflexion que j'ai depuis quelques mois, parce que je me dis, s'il n'y a pas la prise en compte sérieuse de l'ECF par les professionnels de la comptabilité et éventuellement du droit, l'administration ne pourra pas se permettre de ne plus contrôler les petites entreprises. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou non, elles étaient contrôlées très largement par les organismes de gestion agréés. Demain, ce n'est plus le cas. Même s'il y en a encore qui font le travail. Mais ce n'est plus le cas, puisque, comme l'a dit tout à l'heure Abdullah, on a à peu près 200 000 examens de conformité fiscale. Ce qui veut dire qu'on pourrait imaginer, attendez, là, c'est là que je deviens pervers, ça peut m'arriver, que dans un souci de simplification des tâches des très petites entreprises, on pourrait dire aux petites entreprises, vous n'êtes plus obligés de remplir votre déclaration fiscale, vous nous enverrez le FEC. Ce qui permettrait de déconnecter la remise du FEC de la première opération de contrôle fiscal, puisqu'aujourd'hui, l'administration ne peut obtenir le fichier des écritures comptables que si elle engage un contrôle.
Eh bien, vous voyez comment on peut imaginer, à la suite de ta question, que dans les années qui viennent, peut-être très rapidement, on dirait, ben voilà, vous allez être allégé de votre aspect déclaratif. On va vous permettre d'envoyer votre FEC et donc plus de déclaration. Mais Mm. en fait, ça voudra dire contrôle permanent. Mm. Et Euh, c'est comme c'est ça qu'on peut l'imaginer. Parce qu'aujourd'hui, si je reviens toujours à cette ECF, quel est l'avantage que peut tirer l'administration fiscale de l'examen de conformité fiscale? Il faut le dire, c'est d'avoir la certitude qu'il y a 200 000 FEC qui sont conformes à ces exigences, alors qu'aujourd'hui, elle n'a de détention des FEC que si elle fait un contrôle. Vous voyez bien qu'elle a une contrepartie évidente dans cet examen de conformité fiscale, c'est la certitude qu'elle se... Je pense que c'est ça l'essentiel. Et demain ben, oui, évidemment que l'intelligence artificielle va pouvoir, enfin du moins les algorithmes, on appelle ça IA, mais les algorithmes vont permettre d'aller rechercher ponctuellement des rectifications et les moins contestables qui soient. Parce que ce qui coûte aussi en contrôle fiscal, c'est le contentieux. Tout à fait. C'est un enjeu véritablement pour les cabinets libéraux notamment, hein, de rester effectivement l'intermédiaire entre les entreprises et l'administration. Et si demain, on pousse le bouchon encore plus loin et on va vers la facturation électronique et la possibilité pour l'administration d'avoir la comptabilité sans passer par les professionnels, je vois un peu la catastrophe qui peut nous arriver. Mais bon, ne nous plaçons pas dans cette hypothèse-là, soyons optimistes et Non. continuons notre démonstration, Jean-Pierre. Alors, je te fais passer la seconde slide où tu nous parles des infractions Alors fiscales. là, oui, alors je ne vais pas vous faire peur, Oui. mais il y a une deuxième branche du contrôle fiscal qui est la branche pénale. Alors, vous savez déjà que l'administration fiscale, c'est pas elle qui l'a sollicité, hein, mais on lui a imposé de dire qu'à chaque fois qu'un certain nombre d'infractions sont constatées avec des montants significatifs, elle aura l'obligation de saisine du parquet. Pour aller vite, 100 000 euros de redressement plus 80% de pénalité, fraude fiscale, ça veut dire dossier transmis au parquet. En deçà des cas où il y a une transmission obligatoire, activité occulte, 2 fois 40% sur 6 ans, je pourrais développer cette affaire, mais il y a des cas où l'administration est dessaisie de l'opportunité de la poursuite, elle doit remettre les dossiers au parquet. Et puis, quand elle n'est pas dans l'obligation de le faire, elle a toujours la possibilité de le faire sur d'autres sujets et dont elle garde l'initiative avec toujours l'intervention de la commission des infractions fiscales qui continue à fonctionner. Donc on a cette branche. Cela s'est traduit par le fait que depuis cette disposition, le nombre de dossiers qui ont été transmis au parquet a doublé par rapport à ce qui se passait auparavant. Donc deux cas, deux branches, une branche l'erreur qu'on rectifie, l'autre branche la poursuite pénale, et de plus en plus, il y aura des poursuites pénales sur la fraude fiscale. En plus, c'est dans l'air du temps, si j'ai bien compris ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on fait très attention sur cette affaire lorsque l'on est en contrôle fiscal pour éviter, autant que faire se peut, la transmission automatique au parquet. Alors, tu as fait allusion, Jean-Pierre, je l'ai noté, c'est peut-être les propos du nouveau ministre de l'Intérieur qui nous a dit que pour lutter notamment contre les trafics et les narcotrafiquants, il va se reposer beaucoup sur les comptables, un peu à l'image d'Al Capone qui est tombé par son comptable. Et donc, moi, alors, je ne sais pas si c'est de l'espoir ou une crainte de voir demain les professionnels euh, chercher en responsabilité, en tout cas, engagé sur cette lutte contre la fraude fiscale et notamment pour déceler donc, et pour pouvoir coincer les narcotrafiquants et les trafics en tout genre. Donc, en tout cas, moi, je l'ai entendu et donc ça donnera peut-être demain Oui, encore une responsabilité supplémentaire, mais déjà qu'on en a pas mal avec Tracfin et le reste, et je pense que ça nous rajoutera peut-être une couche, donc il faudra aussi y penser. Je pense que tu faisais allusion à ça dans ton propos, Jean-Pierre. oui, je fais allusion au fait que on espère toujours, en fait, dans Tracfin.
Mais malheureusement, si je puis dire, on n'a pas découvert beaucoup de fraudes sur les narcotrafiquants, ni sur les trafiquants d'armes, mais on a plutôt fait de la poursuite pour fraude fiscale. Tout à Et fait. notamment, y compris dans le patrimonial. Y compris dans le patrimonial, ce qui est quand même un peu surprenant, et y compris dans l'abus de droit. Pour ceux qui regardent les rapports de Tracfin, vous verrez que la grande masse des affaires qui ont donné lieu à une suite, c'était des affaires fiscales. Ok, alors on continue aujourd'hui sur l'abus de droit. Peut-être que tu reviendras tout à l'heure sur des exemples d'abus de droit, mais peut-être nous Oui, on poser un verra. petit peu, Oui. Alors, un peu le décor. évidemment, tu as raison, c'est que de plus en plus, enfin de plus en plus, même si la période récente, c'est un peu assagi, peut-être pour une raison que je me permets d'évoquer ici, c'est que le service des impôts est sans doute sensible au fait que désormais, quand il met un contribuable en abus de droit dans cette procédure, il y a des pénalités lourdes qui sont de 80% attachées à l'abus de droit, ce qui fait que tout abus de droit a plus de 100 000 euros de droits rappelés, ce qui est évidemment la base pratiquement de tout abus de droit. On ne va pas en abus de droit pour 20 000. Plus 80 000, ça veut dire que quiconque est convaincu d'abus de droit, il va en plus au pénal, puisque l'administration est obligée aujourd'hui de transmettre. Et voilà pourquoi euh, cette arme est dissuasive, parce que quiconque fait un montage qui serait de nature à être poursuivi sur abus de droit, certes avec la procédure particulière de la commission du comité de l'abus de droit, avec des pénalités de 80%, égale dépôt de plainte pénale. Si possible, on évite cette situation parce qu'elle est très dangereuse. Rajouter aussi peut-être qu'avec la loi de finances 2024, on a accru la responsabilité de ce qu'on appelle les consultants, les officines, ceux qui ont participé ou accompagné le contribuable dans ces schémas qui sont qualifiés d'abusifs, Jean-Pierre. Je pense que ça, c'est intéressant aussi C'est de vrai. parler. Alors, ils sont sanctionnables, pas pour des montants excessifs. Hein, ils sont pas. Il faut toujours se méfier des lois à l'envers. Quand on est sanctionné relativement faiblement, puisqu'il s'agit d'une quote-part des honoraires perçus sur l'opération. Mais est-ce qu'on ne met pas le doigt à travers cette sanction, cette condamnation, dans le fait que le juge pénal pourrait attraire le professionnel en complicité? Ce qui évidemment, parce que la fraude fiscale est poursuivable, y compris en cas de complicité. Donc, il faut se méfier de tous ces textes qui se. Voilà. Donc voilà ce que l'on peut dire sur. Mais là, c'est. Alors, on passe à la deuxième On va partie regarder. de Jean-Pierre, si tu le veux bien. Donc, cette deuxième partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va s'attacher, je pense que tu as fait un petit peu une synthèse des cas les plus fréquents de redressement. Et donc, je te laisse nous livrer ton analyse en donc, déroulant la première slide. Je crois que tu parleras plutôt des provisions. Je crois que ça, c'est la première. Oui, alors Une analyse. on peut évidemment, sans être exhaustif dans cette opération, quelles sont les rectifications qui sont les plus courantes dans les contrôles fiscaux qui sont encore en action? Ben, c'est quand même encore la fameuse question des provisions et de sa non-déductibilité ou sa déductibilité. Je pense que chacun d'entre vous a bien conscience qu'on réussira jamais à pouvoir mettre d'accord l'administration et l'entreprise sur des notions telles que la probabilité, que l'évaluation suffisante, et donc ce problème est, j'allais dire, par nature conflictuel. Et comme il est conflictuel, bah, une des façons de pouvoir l'aborder positivement, c'est d'aller faire le CF sur cette question, mais là je ne reviens pas à ce qu'on a déjà dit. Dans, je ne sais pas la quasi-totalité des vérifications, mais dès qu'on a une vérification d'entreprise, il est extrêmement rare qu'il n'y a pas une question de provision qui soit soulevée et toujours difficile à traiter. Difficile à traiter, même si on devrait admettre que la provision qui a été constituée sur le plan comptable devrait être fiscalement déductible s'il n'y a pas de règle qui l'en imposent.
C'est le premier sujet pour moi majeur. Le second, que vous rencontrez là aussi dans les contrôles fiscaux, c'est l'acte anormal de gestion. C'est une procédure assez particulière puisque l'administration est en train de créer, entre guillemets, un petit peu de matière imposable. Et en contestant soit des charges, en contestant des recettes qui n'ont pas été prises en compte. Je ne vais pas aller trop dans le détail des charges personnelles que chacun connaît, qui ne sont pas déductibles. Évidemment, il y a toujours des marges d'appréciation entre l'administration, les agents des impôts et l'entreprise elle-même. Surtout qu'aujourd'hui, ces charges non déductibles, ils sont plus appuyés quelquefois sur le défaut de pièce justificative ou l'imprécision de la pièce justificative que sur le fond de la dépense qu'on avait tendance dans le passé à prendre en considération. Le deuxième cas que l'on rencontre et qui est à celui-ci très courant et très perturbateur, c'est les relations entre les entreprises où l'administration est amenée à dire, dans certains cas de figure, qu'elles ne sont pas conclues à des conditions normales et elle crée de la matière imposable en créant par exemple un produit qu'on aurait dû percevoir qu'on n'a pas perçu, ou elle rejette une charge qu'on a effectivement supportée et qu'une autre entreprise a pris en compte comme produit. Cette question-là, elle est aussi totalement générale et encore plus dans ce qu'on appelle les frais de direction, les managers fees que vous connaissez, bien que on ait eu une jurisprudence qui s'est révélée un peu plus favorable ces derniers temps. Et puis le quatrième point sur lequel on peut dire quelques mots, c'est les abandons de créances, ou les abandons de créances, ben, l'idée de base qu'a un vérificateur, c'est de qualifier de financier ce que l'entreprise a qualifié de commercial. Et là encore, on a eu deux décisions relativement récentes du Conseil d'État qui ont mis un petit peu de baume au cœur aux entreprises, mais pas énormément, puisque il a accepté l'idée que des abandons de créances soient considérés comme commerciales, alors même qu'il n'y ait pas encore d'opération commerciale rendue entre les entités. Mais on voit bien que ces quatre sujets, les dépenses personnelles, les actes anormaux de gestion dans les entreprises, que ce soit d'ailleurs sur les produits, sur les charges, y compris sur les cessions d'immobilisation, la non-déductibilité des frais de direction et les abandons de créances pour les entreprises. On a fait à peu près le tour de toutes les rectifications qui peuvent naître en impôt direct. Je n'ai pas évoqué ici, et bien entendu, ça mériterait de l'être, les questions de TVA, qu'on oublie souvent dans nos formations parce qu'on considère que c'est un impôt différent, mais la question de la TVA est évidemment importante, mais elle est un peu plus classique, si je puis dire, ou bien c'est déductible ou ce ne l'est pas, et évidemment qu'il y a encore de la TVA non déductible qui a été déduite et qui est reprise là. Mais c'est et puis le cadrage, les décalages de TVA qui devraient disparaître avec ce que tu nous as expliqué tout à l'heure avec la facture électronique, qui elle-même prend un peu de temps, il faut quand même le dire. Ouais, ouais. La mise en place de cette facture électronique, non seulement peut-être la profession, les entreprises ne sont pas toutes prêtes, mais Bercy non plus n'est pas encore tout à fait prêt sur son objectif. Alors, Voilà ce qu'on peut appeler comme... avant de passer à la suite, juste sur ce slide, je peux dire qu'on peut conclure en disant il y a deux finalement zones d'attention pour les confrères que nous sommes. Les provisions, donc ce qu'on appelle les estimations comptables dans le jargon des auditeurs, et puis tous les problèmes liés aux entités liées, aux parties liées, parce qu'on voit bien que les charges personnelles ou les relations dans les groupes sont à surveiller. Donc, en tant que commissaire aux comptes, en tant qu'expert comptable, puisque nous sommes parfois l'un et l'autre ou l'autre, nous devrons donc faire attention à ces opérations-là. Et puis à côté de ça, il y a aussi la notion de compte courant, puisque effectivement, alors est-ce que c'est possible d'avoir des comptes courants débiteurs dans les sociétés de capitaux? En principe, ça devrait être interdit, mais bon, là, je vois que tu en as parlé, puisque c'est des cas que qu'on rencontre. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé un petit peu de ce que je rencontre, hein, c'est-à-dire peu les quelques consultations que j'ai, ou du moins des défenses en contrôle fiscal.
Et donc, le compte courant débiteur, c'est encore quelque chose que l'administration recherche, quand bien même euh, le texte du BOFIP ou les textes du BOFIP sont beaucoup plus favorables aux contribuables qu'ils n'apparaissent d'origine. D'accord. Et je n'ai pas à ce jour de dispositions fiscales qui nous disent, puisque le compte courant était interdit, eh bien, il est nécessairement imposable. Au fond, vous savez que ce compte débiteur n'est pas imposable si, en fait, c'est un prêt et pas un revenu mobilier. Et donc, on pourrait penser, et certains vérificateurs font la tentative, de dire que dès l'instant que c'est interdit, on ne peut pas faire de prêt. Donc, même si vous avez constaté dans les écritures que c'était un prêt avec constatation d'intérêt, je considère quand même que c'est un revenu mobilier. Cette appréciation de certains vérificateurs, eh bien, pour l'heure, n'a jamais donné lieu à une jurisprudence qui a pu leur être favorable. Donc, D'accord. ces comptes débiteurs, il y a encore Alors, ça coûte évidemment un peu cher, mais ça pose aussi une autre question que je n'ai pas traitée en fiscalité, c'est la question des comptes débiteurs au regard des cotisations sociales, qui pourrait être considéré aussi comme étant un revenu, certains le pensent. Et puis, en dehors de ces comptes débiteurs, on peut aussi se parler des options qui ne sont pas régulièrement exercées, et notamment ce que j'ai pu constater, c'est le changement de régime fiscal lié à l'intelligence artificielle. Autrement dit, lorsque l'administration a eu connaissance par des recherches qu'elle a pu faire elle-même dans ses documents, qu'il y avait la réunion de toutes les parts d'une SRL en une même main, eh bien, elle effectue, par principe, le changement de régime fiscal. Et dans la direction de contrôle fiscal de Paris-Saint-Denis, eh bien, il y a un certain nombre d'affaires comme ça. Quand je dis un certain nombre, c'est un nombre considérable d'affaires qui ont été décelées par les informations détenues par le service, comme ils disent, et ce qui fait que l'entreprise, sans jamais avoir été vérifiée, reçoit une mise en demeure de déclarer des déclarations d'impôt sur le revenu et une mise en demeure de déclarer sa cessation de paiement. Donc ça aussi, c'est une question. Et puis, une dernière affaire qui me Cessation permet... d'activité, tu veux dire, Jean-Pierre. Tu as dit cessation de paiement. Oui, Cessation oui, d'activité. oui, oui. Tu avais dit Cessation d'activité. d'activité Tout à fait. et Oui, oui. liquidation de la Oui. société à l'IS. Tout à fait. Oui, alors ça, Hein, c'est puisque quelque chose qu'on rencontre. Non, mais tu fais bien de le dire parce que c'est quelque chose qui nous tombe dessus, parce que souvent, le client, il fait parfois son juridique dans son coin avec son conseil juridique. Il ne consulte pas toujours l'expert comptable et il vient nous voir à la fin de l'exercice en disant, bah, tiens, vous savez, au mois de septembre, mon associé est parti, on s'est fâché ou il a déménagé. Et puis, j'ai racheté l'ensemble de ses parts parce que je ne voulais pas m'embêter avec un autre associé. Et puis maintenant, c'est plus une SARL que vous avez, monsieur l'expert comptable, c'est une URL. Mais à part faire la session et les formalités juridiques, j'ai rien fait. Il faut bien rappeler à nos confrères, dans ce cas-là, il faut faire une option à l'IS pour rester l'option. dans l'IS, sinon on bascule dans l'IR. Et ce que tu viens de dire, cessation d'activité et imposition des revenus distribués sur les plus-values qui étaient en latence dans la Absolument. société. Ah ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui peut nous arriver, qui peut nous tomber sur la tête sans qu'on y Ah, ben prête garde. c'est arrivé très, très, très couramment au cours de la période récente. Je ne D'accord. suis pas sûr que l'administration fiscale n'ait pas pris conscience du fait que les conséquences qui sont attachées à cette rectification sont tellement lourdes que peut-être il fallait qu'elle prenne une position plus souple. Du moins, j'avais eu l'occasion, je peux me permettre de le dire, Mm. de solliciter une intervention de votre ancien député de CF, Ouais. Mohamed Monsieur Zakila. Lakila, qui a sensibilisé Bercy sur cette question, compte tenu du fait qu'on réclame des impositions alors qu'il n'y a pas de flux financier, ce qui est quand même la situation la plus délicate. Tout Et à fait. puis une dernière question que je peux évoquer, que j'ai vue à plusieurs reprises. D'abord, il y a eu cette fameuse réévaluation des actifs Pendant le Covid. période Covid, hein, Mm. donc avec des règles particulières.
qui est une option. Donc la première question que l'on a vue, c'est que l'administration qui n'avait pas reçu l'option dans les formes, alors il paraît qu'il y avait un logiciel qui l'envoyait pas, mais ça c'est une autre affaire, eh bien remettait en cause l'étalement de la plus-value de réévaluation. Je ne sais pas si vous voyez les conséquences que cela pouvait avoir. Alors, dans beaucoup de cas de figure, ça s'est arrangé parce que, évidemment, l'option a pu être régularisée, etc. Et puis, il y a une seconde situation qui peut aussi exister, que j'ai vue. Ben là, c'est une question un peu plus compliquée, puisque suite à une réévaluation des actifs, dans une société civile immobilière à l'IS, puis, au fond, le rachat des parts, parce qu'il y avait un associé qui partait, eh bien, l'écart de réévaluation avait été supprimé, puisqu'on ne pouvait pas racheter les parts sans supprimer l'écart de réévaluation. Et la vérificatrice, elle dit, ben, le fait de supprimer au passif l'écart de réévaluation vous fait perdre la possibilité de ne pas être imposé immédiatement. Alors ça, à titre personnel, je pense qu'elle a tort, mais c'est une situation qui est en cours d'analyse de part et d'autre, si je puis dire. Et donc, ce n'est pas des questions toujours très simples. Hein. Voilà ce que j'ai un peu en magasin, si je puis dire, dans la période actuelle, Merci comme Jean-Pierre. étant des... Oui. Alors maintenant, on va passer, là on était plutôt du côté entreprise ou en tout cas BIC. Maintenant, on va passer sur un autre plan. C'est le côté un peu particulier, revenus fonciers, parce que j'ai vu aussi que tu veux nous parler des revenus fonciers. Et c'est vrai que par expérience, là on reçoit ces temps-ci beaucoup de demandes d'informations ou d'éclaircissements donc sur notamment la déduction des revenus fonciers, donc des dépenses qui sont engagées. Et donc, je pense que c'est ce dont tu fais référence ici sur la slide, Oui, alors je côté voudrais déduction. dire quelques mots là-dessus Mhm. en disant que vous, les experts comptables, vous êtes sensibilisés aussi au contrôle des revenus fonciers parce que vous avez des SCI. Et que quand on a une SCI, on a quelque part des justifications comptables qu'on peut apporter facilement. Ce qui n'est pas la même chose que les propriétaires fonciers qui n'ont pas de SCI et qui, eux, il faut le dire, sont moins contrôlés que les autres. Pourquoi? Parce que le contrôle d'un revenu foncier quand on n'a pas de SCI, c'est très compliqué pour l'administration puisqu'elle ne peut que demander la justification des loyers perçus et comme on les a comme elle n'a pas de comptabilité, comment peut-elle faire? Elle considère que ce sont les loyers prévus au bail qui ont été perçus et ensuite aux contribuables de justifier. Et deuxièmement, elle ne peut demander que des factures de travaux qui ont été déduites et qui ont été payées. Voilà. Et voilà comment on est contrôlé quand on est un propriétaire foncier. Quand on est un propriétaire foncier d'un SCI, c'est autre chose, puisque là, on a toutes les pièces et toutes les justifications, quand bien même on n'est pas de comptabilité commerciale. Ce que peut aussi déceler l'administration, c'est si on a bien, dans les sociétés civiles immobilières, déclarer la bonne cote-part de résultats qui nous incombe. Et là aussi, j'ai pu voir qu'il y avait eu un cas où un contribuable ayant acquis des titres d'une SCI au cours de l'année, ben, avait malheureusement pour lui reproduit sa quotité de résultats de l'exercice de l'année précédente, alors qu'il avait maintenant 90% des titres, alors qu'il n'en avait que 10. Eh bien, l'administration fiscale a vu la cession des parts, a vu, toujours avec du bureau, a vu que les revenus n'avaient été mal déclarés et s'est interrogé aussi sur le montant des plus-values. Tout ça, c'est une proposition de rectification qui vous arrive sans que vous ayez eu le moindre contrôle autre que ce que je viens de décrire par les recoupements extérieurs de l'administration. Voilà à peu près ce que l'on peut dire sur ces revenus fonciers. Et puis, on peut même parler des plus-values immobilières, où là, j'attire votre attention sur un point, mais c'est comme ça, c'est que l'administration n'est pas habituée
à ce qu'on puisse justifier, je parle toujours du contribuable de base, je ne parle pas de la société civile immobilière où là on est tranquille, mais pour un contribuable de base qui a acquis un bien immobilier sur lequel il a fait d'importants travaux, eh bien c'est pas sûr qu'il soit à même d'avoir conservé toutes ces pièces justificatives. C'est la raison pour laquelle on retient en général eh bien, l'évaluation forfaitaire. Et quand vous arrivez avec vos carnets de chèques sur 10 ans et vos factures, eh bien, l'administration fiscale est un peu surprise. Elle vous dit, tiens, c'est la première fois que je vois ça parce qu'on prend l'évaluation forfaitaire. Tout ça pour dire qu'il est préférable pour les particuliers de conserver à leur facture pour si un jour ils doivent faire valoir la prise en compte de leurs travaux dans l'évaluation du bien qu'ils cèdent en vue de l'épée immobilière, eh bien, il est préférable de les conserver. Ensuite, vous avez, pour les plus-values immobilières, une étude, enfin, du moins une étude de la jurisprudence qui vous permettrait de voir que sur la résidence principale, eh bien, l'administration a de plus en plus de mal à pouvoir remettre en cause le fait que la résidence principale n'était pas principale au moment de la vente, hein, puisque c'est au moment de la vente qu'on se place. Donc là, vous avez pas mal d'arrêts. Tout ça pour vous dire que si vous voulez être en résidence principale au moment de la vente, eh bien, il faut avoir tous les éléments de preuve, l'adresse, la carte d'électeur, l'électricité et tout ce qu'il convient de faire. Et puis, il y a aussi, et si vous avez de l'IFI ou si vous avez des droits de succession et de donation, évidemment, vous savez que c'est un point sur lequel l'administration fiscale intervient. J'allais dire pratiquement naturellement. Moi, je ne me choque pas trop sur la remise en cause des valeurs qui ont servi d'assiette à des droits, puisque précisément, on sait quand même que nous-mêmes, les contribuables, on n'a pas tendance à majorer les assiettes qui servent à appliquer des droits élevés. Donc là, c'est un contrôle assez classique. C'est pas le plus facile. Hein, c'est pas le plus facile parce que chacun a des. Il y a le propriétaire qui connaît les biens, le contribuable qui les connaît, l'administration qui les évalue. Vous voyez bien qu'on peut avoir des divergences d'appréciation. Avec tout cela, vous savez que vous risquez des contrôles sur beaucoup de sujets dans vos dossiers, mais Alors, heureusement, ils ne sont pas tous. il y a quelques questions, mais je te propose de te les soumettre juste après la dernière slide qu'on verra, puisqu'on passe à la troisième et dernière partie de la présentation d'aujourd'hui, de Café Fiscal d'aujourd'hui, et on va parler un peu d'abus de droit. Et il nous reste normalement quelques minutes encore, parce qu'on avait commencé avec 5 minutes de retard. Donc je te propose peut-être de prendre quelques minutes pour parler des abus de droit, et puis on se laissera 1 à 2 minutes pour répondre aux quelques questions qui nous sont posées donc, sur le chat par les confrères. Sur les abus de droit, donc là, avec ta casquette de membre de la commission, bon, ce sont des choses qui reviennent un peu régulièrement, je pense. En fait, c'est le sujet sur lequel je suis le moins à l'aise. Oui. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas compter sur moi pour divulguer le secret des délibérations d'un comité. Bon, c'est pas non plus très secret, mais aussi pour prendre des positions qui pourraient servir ou desservir certains d'entre vous. Simplement, ce que je fais, c'est de dire qu'a fait le comité et qu'a fait la jurisprudence sur cette question-là. Je suis évidemment tout à fait au clair. Je commencerai par dire qu'il y a un certain nombre d'abus de droit qui sont derrière nous. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement nombreux qu'ils ont donné lieu à des modifications législatives. J'en prendrai pour exemple deux exemples que vous connaissez parfaitement, qu'étaient les apports cessions, où là, il y a eu des centaines d'affaires, on va dire les choses comme ça, avant que la loi ne vienne changer cela, avant l'article 150 0 BTR. Et puis ensuite, on a eu l'affaire des apports de titres avec Soult, l'affaire des Soult, où on a eu aussi des cinquantaines d'affaires où c'était la Soult qui était abusive. Pour le moment, et donc à un certain moment, le législateur est intervenu dans les deux cas, donc on n'a plus d'abus d'apport-cession et on n'a plus d'abus avec Soult. C'est arrivé. Ce qui montre bien que quelquefois les abus proviennent du fait que le texte n'était pas suffisamment clair et que l'intention du législateur n'était pas suffisamment exprimée.
Ensuite, vous avez une question à la mode et sur laquelle je ne vais pas trop m'apesantir, d'une part parce que j'en parle déjà dans le club fiscal et qu'on va faire avec Denis Van Strien, je crois que c'est le 2, mercredi de la semaine prochaine, Exactement. euh, un, un petit papier enfin une petite intervention sur le rachat de titres. Mais le rachat de titres et la requalification des plus-values en dividendes, eh bien, c'est un cheval de bataille de l'administration fiscale aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi, si on peut l'imaginer, mais c'est un cheval de bataille. Et même quand le comité prend une position favorable aux contribuables, l'administration, elle dit, moi, je n'en tiens pas compte, je demanderai au juge de traiter. Ensuite, vous pouvez avoir des questions un peu nouvelles concernant la taxe de 3% sur les sociétés immobilières, où on peut rencontrer des sociétés immobilières qui auraient une activité de location en meublé ou hôtelière fictive, de manière à échapper à la taxe. C'est une question qui peut venir. Les donations effacement, hein, là aussi, bon, dans bon nombre de cas, on a vu se développer l'idée qu'on fasse des donations pour éviter les plus-values. Euh, et après avoir fait la donation, évidemment, il le vend. Et donc, la donation effacement a été longtemps soulevée par l'administration. Il se trouve que la jurisprudence du Conseil d'État s'est révélée plutôt favorable aux contribuables et que s'il n'y a pas retour du prix de cession chez le donateur, eh bien, on est à peu près tranquille pour l'heure, mais ça pourrait être une chose qui soit remise en cause dans les lois de finances à venir. Les vents qui dissimulent une donation, hein, on vend un bien à un héritier présomptif à un prix relativement faible pour éviter, pas un héritier présomptif à un tiers pour éviter de payer les droits de 60% sur la donation, pardon. Et puis, vous avez encore le démembrement de propriété. Le démembrement de propriété euh, qui répond quelquefois à l'idée qu'on a pu voir aussi de dire je vais vivre à l'IS et mourir à l'IR. Hein, cette situation-là est quelquefois fait l'objet de montages particuliers, notamment l'acquisition de titres de société en usufruit temporaire par une autre société pour éviter l'imposition des associés dans la catégorie des revenus fonciers. Il y a eu une décision assez intéressante, mais je n'ai pas le temps de Ouais. la rappeler ici, mais sinon, vous pouvez vous y retourner. Voilà les points Il y avait une qui sont littérature. importants. Il y a d'autres affaires, bien Une entendu. littérature effectivement abondante là-dessus, hein, sur ces histoires de démembrement avec vente à une société soumise à l'IS et amortissement effectivement du fruit. Mais on a malheureusement, Jean-Pierre, pas trop le temps de tout développer puisqu'il est bientôt 13h, C'est bien pour ça que j'ai fait. J'ai 14h20. respecté mon horaire. Pardon? Je respecte l'horaire. Exactement. Et, Merci en tout cas. Alors, et on peut peut-être. répondre aux questions. Oui, alors il y a quelques questions qui ont été posées. Alors, je vais peut-être pas, et j'en suis désolé pour ceux que je vais peut-être frustrer ou mécontenter, mais on peut peut-être répondre à quelques questions, je dirais. On va répondre à celles qui sont faciles, non, je plaisante, mais là, il y a une question qui effectivement nous demande de savoir si on a des retours sur les affaires soumises au pénal. C'est-à-dire que l'administration transmet au parquet. Est-ce que le parquet poursuit? Est-ce qu'il y a un véritable suivi de ces affaires-là ou c'est pour faire peur Ah, mais finalement? pour le moment, euh, il y a beaucoup de retard. Il y a même un bruit qui circule que je vais pas, que je vais donner d'ailleurs, Oui. qui dit au fond, pour certains vérificateurs, ils disent envoyer le dossier au pénal, c'est en fait l'embourber. Parce Mm. qu'évidemment, chacun voit bien qu'il y a des encombrements chez le juge pénal et que si on y ajoute des questions fiscales auxquelles ils ne sont pas toujours habitués non plus, parce que c'est compliqué, eh bien, il peut arriver qu'on n'ait pas assez de retours, bien que il y a cette procédure où on se reconnaît fraudeur et qui va un peu plus vite et que le procureur peut traiter justement. Mais non, il y en a le double et évidemment, ils ne sont pas traités comme avant et donc il y a un petit peu d'embouteillage.
dans cette affaire. Maintenant, on voit mal le procureur de la République ne pas poursuivre dès lors qu'il y a une fraude fiscale importante et avec des pénalités importantes. Donc là, le fait de dire quand c'est au parquet, oui, le parquet poursuit en général. Ça, c'est sûr. Autre question, mais ça, je vais peut-être me permettre d'y répondre. C'est une question plutôt comptable. C'est qu'on nous dit, il y a un confrère qui nous dit que les comptes courants débiteurs sont souvent cachés dans le compte, enfin, dans un compte débiteur 467 de débiteurs divers. Alors ça dépend qui c'est qui le cache. Si c'est nous qui sommes en plus complices de cette de ce phénomène-là, en tout cas de cette opération-là, attention, puisqu'il y a eu d'ailleurs une nombreuse littérature qui disait que là, on se rend complice donc d'un abus de bien social. Donc effectivement, oui, on attire l'attention, et je pense que c'est ce qu'a voulu faire le confrère en nous disant il y a beaucoup de comptes courants débiteurs qui sont masqués et qui sont cachés dans les comptes 467. Et en tant que confrère, en tant qu'expert comptable, bien sûr, on ne doit pas souscrire, en tout cas accepter cette dissimulation ou cette fraude, puisque notre responsabilité pourrait être engagée. On a une autre question aussi comptable. Alors là, c'est un cas très particulier. C'est une société qui a été, alors pour une société fermée, la question du compte courant débiteur, si j'ai bien compris, la question qui est posée, c'est que le client, l'entreprise n'a pas fourni toutes les factures, donc comptabilité donc a été arrêté en imputant ces règlements dans le compte courant du dirigeant. Ultérieurement, ce dirigeant donc, souhaite en tout cas récupérer les factures, si j'ai bien compris la question, et donc que faut-il faire? Je pense que c'est la question. Moi, je pense que dans ce cas-là, il faudrait faire des déclarations rectificatives et donc produire, en tout cas comptabiliser les factures qui nous ont été ramenées ou produites par le client ultérieurement pour effectivement baisser, voire mettre à zéro donc le compte courant débiteur. Une question pour toi, Jean-Pierre, c'est Moi, pour la résolution. j'ai pas compris comment on pouvait avoir un compte courant débiteur Ouais. sur cette opération-là. En fait, c'est parce qu'il y a des règlements qui sont faits. Comme le client ne produit pas des factures, c'est malheureusement, on rencontre ça de manière courante chez nos collaborateurs. On dit, ben, dans nos cabinets, c'est qu'on dit, ben, écoutez, comme vous ne donnez pas de justificatif, je considère que c'est un prélèvement, c'est une dépense personnelle, donc je l'impute à votre compte courant. Et donc, charge au client ensuite de nous prouver Oui, la mais bonne là, c'est foi vous en qui, ramenant les d'accord. comptes. Voilà. Donc, bon, c'est C'est-à-dire que très particulier. vous dites, comme vous n'avez pas la facture, eh bien, enfin, les paiements, Ouais. C'est du c'est vous qui personnel. les avez mis devant. Ah, c'est Voilà. ça. Et c'est vous Voilà. qui créez le compte courant débiteur. Enfin, Par cette écriture comptable. l'absence. Voilà, bien sûr, oui, c'est l'absence de pièces Ah, qui ok, fait. C'est pas l'expert d'accord, j'ai comptable. compris. Voilà. J'ai Donc, compris. attention. Mais Voilà. Donc, si vous le mettiez en compte, en fait, ce que je pense que la solution, enfin, je ne sais pas s'il y a une solution simple, en tout cas, qui sécurise tout le monde, c'est de dire si on a une liste de ces dépenses, éventuellement de les passer en charge, de les réintégrer fiscalement, de les faire approuver par l'Assemblée générale si on est en société. Enfin, c'est pas une décision qui est simple à prendre et c'est pas une situation qui est simple également à gérer. Mais on va passer sur quelque chose de plus fiscal, alors, il y a une question de spectateur anonyme qui nous dit sur la réévaluation des actions, est-ce que tu peux rappeler, pouvez-vous rappeler le formalisme attaché à cette option? La réévaluation des actions. On peut peut-être parler des actifs la plutôt, non? révélation des actifs, des Des actifs actifs. plutôt, oui. Je pense que c'est l'actif. Oui. Par la crise Covid, c'était Voilà. la période au cours de laquelle, pour favoriser la présentation des comptes des entreprises, peut-être même d'ailleurs conduire à des augmentations de capital, il avait été prévu que les entreprises puissent faire une réévaluation libre de leurs actifs et de ne pas être imposées sur la plus-value de réévaluation, alors que Mhm. le droit commun, c'est l'imposition immédiate, Mhm. et de reporter l'imposition des plus-values de réévaluation sur les biens non amortissables lors de leur cession, et sur les biens amortissables, de réintégrer cette plus-value sur une période de 15 ans. D'accord. Voilà ce que dit le texte, et c'est un texte optionnel et qui s'exprime par une option dans la déclaration et la réintégration
chaque exercice du montant de la plus-value sur le bien amortissable, puisqu'en contrepartie, évidemment, comme on a réévalué, l'entreprise, elle amortit sur la valeur évaluée. Voilà. Alors, ce texte-là, quand on le lit bien, ben, il est exactement ce que je viens de rappeler, et on ne nous dit pas qu'il y a autre chose à faire que ce que je viens de vous dire. Sauf que, au cas que j'ai évoqué, c'est certainement ce à quoi vous pensez, comme l'entreprise, là, cas particulier, c'était une société civile, je vous l'ai dit, qui voulait faire sortir un associé, a annulé son écart de réévaluation pour, entre guillemets, financer, par emprunt d'ailleurs, la sortie de l'associé, pour partie. Eh bien, l'écart ne figurant plus au passif, la vérificatrice a dit ben, le report d'imposition est perdu. Voilà, voilà le Alors, débat merci. qui peut naître. Ouais, on me signale que bon, on a déjà dépassé de 10 minutes la fin, mais il reste une petite dernière question. Est-ce que ça peut appeler une réponse courte? Je sais que c'est pas facile. C'est une question de spécialiste en plus. Qu'est-ce qui explique la baisse importante du nombre de saisines du comité des abus de droit? Et ça, c'est la première question. La deuxième mini-question, est-ce que tu as connaissance de montage remis en cause sur le fondement du mini-abus de droit, c'est le L64A? Voilà, c'est deux petites questions. Jamais. Bon, ok. Sur le mini, il n'y a eu aucune affaire Zéro. qui a été portée devant le comité. D'accord. Ok. Sur la Et première question, pourquoi ça baisse? Pourquoi on baisse la saisine? Est-ce qu'il y a, il y a un ben travail qui parce est fait que en vous amont? avez... Non, non, mais d'abord, il y a le fait d'envoyer les gens au pénal. C'est sans doute une réflexion en amont de l'administration fiscale en se disant attention, l'abus, il faut être vraiment sûr de nous parce qu'on envoie quelqu'un au pénal. Donc, Hmm. si on n'est pas sûr de nous, peut-être il faut être prudent. C'est D'accord. pas exclu. Hmm. Et deuxièmement, là, vous pouvez l'observer vous-même, il y a des modes de montage. Il y a eu la mode du démembrement, il y a eu la mode des imports-cessions, la mode des soutes, il y a la mode des plus-values. Et donc, ces modes-là, ça s'industrialise, si je puis dire, c'est que ça se fait beaucoup. Donc, c'est pas parce que on en a moins que, comment dire, il y a moins de petites affaires, mais elles sont pas encore industrialisées. Voilà, c'est ça, de Bien. mon point de vue, les raisons. Merci, merci encore une Voilà, fois, mais je peux Jean-Pierre. vous dire au revoir. Voilà. Et puis merci en tout cas à tous ceux qui se sont connectés. On a essayé de tenir l'horaire qu'on s'est imparti, donc un peu plus de trois quarts d'heure. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne fin d'après-midi, une très bonne après-midi. Et puis bien sûr, si ce café fiscal vous a plu et que vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à adhérer à la commission. Et puis vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a actuellement des échéances importantes. Donc évidemment que faire voter et voter ECF est important. Donc nous comptons sur votre soutien. Ça nous permettra aussi de nous encourager et nous encourager à organiser de tels événements. Mélanie, merci à toi. Je Bah, pense qu'on merci arrive à tous les deux, à la merci à fin. tous les participants. Et voilà, on aura le support et le replay sur notre site internet dans les jours à venir. Merci à Monsieur Costin et merci Al. Et on se voit très vite. À très très bientôt. Merci Ciao, ciao. Mélanie. Voilà. Au Au revoir. revoir. Bye bye.